Tous les mammifères sur cette planète ont contribué au développement naturel d'un équilibre avec le reste de leur environnement. Mais vous, les humains, vous êtes différents. Caméra 1, ça tourne. Caméra 2, ça tourne. Caméra 3. Et bien, action, bouger, sourire, bonjour. Bonjour à tous et toutes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marine Jacquier, qui est directrice du développement durable de Voltalia. Bonjour Marine. Bonjour. Dans cet épisode d'Horizon Durable, on va parler de l'impact des énergies renouvelables, l'impact environnemental sur le climat, sur la biodiversité et l'impact social ou humain de cette chaîne de valeur. Donc pour commencer, Marine, je vais citer quelques dates clés du développement de Voltalia et puis je te laisserai commenter. Voltalia est une entreprise française qui a été créée en 2005. Vous produisez de l'électricité à partir d'énergies renouvelables. Vous travaillez aussi sur le stockage de cette énergie renouvelable. Et enfin, vous avez une activité de développement de projets pour compte de tiers. Donc on va revenir sur tous ces éléments. Tout d'abord, qui est le fondateur de Voltalia et comment l'histoire a débuté ? Donc l'histoire de Voltalia a démarré en 2005, donc on a fêté l'année dernière nos 20 ans. C'est une entreprise qui a été créée par Robert Dardan et le premier projet en fait qui a été développé par l'entreprise se situait en Guyane française et donc principalement dans un territoire assez isolé et déconnecté. Donc depuis quand même l'origine de Voltalia, dans notre ADN, il y a toujours eu cette volonté de développer du renouvelable, mais toujours avec un impact local, social le plus fort possible. Et donc c'est là vraiment où toute l'histoire de Voltalia a commencé, donc déjà dans des territoires assez déconnectés des réseaux existants, on va dire. Ok. Et peut-être pour tous nos auditeurs, est-ce que tu peux nous présenter votre modèle d'affaires ? Oui. Donc, nous sommes un producteur indépendant d'énergie renouvelable, donc ce qu'on appelle IPP. On produit principalement de l'électricité de solaire, éolienne. On a aussi un petit peu de biomasse et d'hydro. Et maintenant, on fait de plus en plus également de stockage. Donc, notre modèle repose plutôt sur des contrats d'électricité à long terme, dans ce qu'on appelle des PPA, qui nous permettent quand même d'avoir un tarif plutôt stable et très compétitif. Et ensuite, c'est une électricité qu'on va du coup vendre. Donc, on est principalement producteur d'énergie renouvelable. Donc, en fait, on va développer, construire et opérer ces centrales. Et puis, on a également développé une activité pour tiers où on va proposer ces services aussi pour des clients externes. Cette activité, aujourd'hui, elle est dans une entreprise qui s'appelle Renvolt, qui fait toujours partie du groupe Voltalia. Mais on a du coup ces deux aspects-là, mais on se recentre aujourd'hui beaucoup plus sur la production d'électricité uniquement. Ok. Donc tout a débuté dans un village en Guyane et ensuite en 2011 la famille Muliez devient actionnaire principal au travers du fonds d'investissement Créadev et je notais aussi en 2014 vous vous introduisez en bourse, donc là c'est un autre niveau de développement j'imagine. Ouais. Tout à fait, oui. Non, là, je pense que c'est à ce moment-là qu'on a quand même vraiment changé d'échelle et qu'on est devenu le groupe que nous sommes aujourd'hui. Ouais. Vous devenez aussi une entreprise à mission en 2021. Donc, je notais, vous avez la raison d'être suivante, c'est améliorer l'environnement mondial en favorisant le développement local. Comment est-ce que vous avez défini cette raison d'être ? Et aussi, comme je pense que c'est un engagement public, comment est-ce que vous assurez que votre stratégie et vos pratiques collent toujours à cette raison d'être ? Alors, cette raison d'être, nous, on l'a développée il y a très longtemps, parce elle a été définie dès 2014. Donc, c'était bien avant la loi Pacte et toute la réglementation autour des entreprises à mission. D'ailleurs, je pense que si aujourd'hui, on devait réfléchir à une raison d'être, peut-être qu'on aurait défini une raison d'être un petit peu plus spécifique, on va dire, à notre secteur, parce qu'elle est quand même assez large et elle pourrait s'appliquer finalement à n'importe quelle entreprise. Donc, je pense que, voilà, elle est, je ne vais pas dire qu'elle date un peu, mais elle mériterait peut-être d'être un peu plus propre, on va dire, à Voltalia. Et du coup, en 2021, quand la loi Pacte est rentrée en vigueur, alors c'était plutôt 2019, mais dès 2020, nous, comme on avait déjà cette raison d'être, on l'a inscrite dans nos statuts, parce qu'il fallait l'inscrire dans nos statuts pour pouvoir devenir entreprise à mission, parce que jusqu'à présent, c'était juste une raison d'être qu'on affichait en public, mais elle n'avait pas d'impact sur les statuts d'entreprise, et auquel on a associé 3 objectifs environnementaux et sociaux liés à cette raison d'être. Et c'est la raison d'être et les objectifs qui ont fait du coup de Voltalia une entreprise à mission. Donc à partir du moment où c'est rentré dans les statuts, là ça engage réellement l'entreprise. Donc on a également un comité de mission qui se réunit à peu près tous les 3 mois, qui va s'assurer du coup qu'on a bien défini une feuille de route de mise en œuvre de cette mission. Donc qu'on a bien défini en fait des plans d'action liés à ces objectifs de mission avec des indicateurs, que c'est pas juste du greenwashing ou voilà, des choses qui n'ont rien à voir avec notre impact réel. Et cette feuille de route, du coup, elle est évaluée de manière très régulière
régulière, de manière très concrète par le comité de mission. Et également, on doit publier un rapport de mission tous les ans qu'on présente en AG des actionnaires, qui fait également état de l'état d'avancement en fait, de cette mission. Donc nous, ce qu'on a décidé de faire, c'était vraiment d'intégrer complètement ces objectifs de mission à notre stratégie ESG. Donc la stratégie ESG de Voltalia, c'est la mission. Donc tout est vraiment imbriqué et chaque équipe comprend de manière très concrète comment est-ce qu'il contribue en fait à cette mission à travers des plans d'action très précis, des indicateurs qu'on suit de manière très régulière. Ok. On va revenir sur un certain nombre d'indicateurs, je pense. Et pour terminer sur la présentation de Voltalia, donc aujourd'hui, vous avez 2,5 gigawatts en opération, à peu près. Vous êtes présent dans 20 pays sur 3 continents, avec plus de 2000 employés. Donc, c'est vraiment... Vous êtes une grosse entreprise dans le monde des énergies renouvelables, j'ai l'impression. Après, vous êtes une petite entreprise cotée. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs et parler de ton rôle à toi au sein de Voltalia ? Alors moi, je suis Group Sustainability Manager, donc mon rôle est de définir une stratégie, une mission en fait qui correspond aux enjeux matériels de l'entreprise, donc de bien comprendre quels sont nos risques, quels sont nos impacts, nos opportunités, là où on est attendu, et de s'assurer que cette stratégie elle est réellement déployée à tous les niveaux de l'entreprise de manière très opérationnelle. Et je suis donc du coup ça inclut on va dire tous les aspects de la stratégie climat, donc contribution à la mitigation du changement climatique, évidemment, puisqu'en tant qu'entreprise du renouvelable, on est très attendu sur le fait de démontrer qu'on fait bien notre travail. Et décarbonation également, adaptation au changement climatique. Il y a aussi toute la gestion du risque social et environnemental, que ce soit sur nos opérations ou sur notre chaîne de valeur. Et puis également, un gros pan, on va dire, un gros tiers du rôle de mon équipe, c'est tout le reporting extra-financier, évidemment. Donc, tout données non financières publiées et collectées, consolidées, vérifiées par mon équipe. Et évidemment, nous avons eu la chance de faire partie de la vague 1 de la CSRD. Nous sommes évidemment audités par des CAC sur toutes ces données-là. Donc, c'est beaucoup de travail de fiabilisation des indicateurs et pour s'assurer que ces données extra-financières sont au même niveau de robustesse que des données financières. Alors, si on regarde maintenant la chaîne de valeur amont, la production du matériel, est-ce que tu peux nous rappeler comment est structurée la chaîne de production du solaire et de l'éolien, assez rapidement, enfin, globalement, et puis quels sont les enjeux sur cette chaîne de valeur ? Alors, on va peut-être commencer par le solaire, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même le gros morceau, et puis ça va être le plus gros quand même de notre portefeuille dans les prochaines années. Donc, le plus gros enjeu sur le solaire, c'est l'extraction du polysilicium, donc qui est ce matériau vraiment clé pour la composition, qui rentre dans la composition des modules. Aujourd'hui, le plus gros de la production, à peu près 80% de la production de polysilicium se fait en Chine, avec une partie assez significative qui provient du Xinjiang. Donc, on a évidemment un enjeu de vérification des conditions de travail et de risque de travail forcé sur cette chaîne d'approvisionnement qui concerne vraiment l'intégralité du secteur. Donc même potentiellement des panneaux construits en Europe, il faut avoir la garantie que tout le polysilicium vient d'Europe et qu'il n'y en a pas une partie qui potentiellement pourrait venir de Chine. Donc c'est quand même toujours un enjeu de traçabilité qui est vraiment titanesque pour le secteur et qu'on ne peut d'ailleurs abordé que d'un point de vue sectoriel, parce qu'une entreprise, même de la taille de Voltalia, nous, on n'est pas non plus énorme. C'est difficile, en fait, de pouvoir adresser cet enjeu seul. Également, en fait, ce qui se passe, c'est que ce polysilicium, on doit le transformer, et donc ça nécessite énormément d'énergie, en fait, pour faire ce travail de transformation, qui s'est chauffé à très, très haute température. Donc, il y a un enjeu, évidemment, aussi environnemental. C'est-à-dire que plus cette transformation se fait dans des lieux ou des mix énergétiques très carbonés, plus l'impact carbone du module va être significatif. Donc il y a tout ce travail aussi nécessaire à mener avec nos fournisseurs pour avoir des équipements qui sont le moins carbonés possible, puisque en fait, si on regarde bien dans le bilan carbone total d'une entreprise de renouvelable, évidemment le plus gros c'est la construction de la centrale, et c'est, on va dire, plus de 80%, c'est juste l'équipement électronique et principalement le module. Donc si on veut pouvoir réduire nos émissions, il faut vraiment faire ce travail de travailler avec nos fournisseurs pour obtenir des équipements plus bas carbone.
Et vous vous groupez dans les discussions avec les fournisseurs ou... Oui, du coup, je pense que pendant très longtemps, c'est des sujets qu'on a tous abordés un peu. Après, on prenait tous un peu individuellement nos bâtons de pèlerin. Ouais. Et là, collectivement, il y a quand même de plus en plus d'initiatives qui se créent au niveau sectoriel, que ce soit à l'échelle française ou européenne, pour adresser ces enjeux collectivement. Alors, il y a des initiatives comme EcoVadis, évidemment, mais il y a d'autres initiatives qui existent, comme ICS, Solar Power Europe aussi, qui cherchent à embarquer, à engager les fournisseurs à l'échelle européenne, parce que c'est même un enjeu, on va dire, géopolitique en fait. Ça se joue entre la Chine et l'Union européenne. Évidemment, l'Union européenne cherche à favoriser principalement les fournisseurs français. Moi, ça, je pense qu'on y reviendra peut-être un peu, mais en tout cas, aujourd'hui, il y a un enjeu vraiment de dépendance aussi avec la Chine et de s'assurer qu'on travaille main dans la main avec nos fournisseurs. Sur l'éolien, c'est un petit peu moins, on va dire, prédominant, c'est-à-dire que c'est des fournisseurs un peu plus variés, il va y avoir un peu d'Europe, un peu de Chine, un peu d'Asie, on va dire, mais il y a quand même toujours des enjeux aussi très significatifs sur certains matériaux très spécifiques électroniques, avec des enjeux de traçabilité, de compréhension sur toute la chaîne de valeur, de garantie de non-travail forcé sur la chaîne d'appro, et de s'assurer que les équipements qu'on installe, puisque c'est le plus gros de l'impact environnemental d'une centrale, y compris renouvelable, que ces équipements soient le moins carbonés possible. Est-ce que vous êtes en capacité aujourd'hui de favoriser des producteurs européens ? Alors on essaye, oui. Comme tout le monde. Je pense que on va finir progressivement par y arriver. Et clairement, ce que l'Union européenne met en place d'un point de vue réglementaire pour nous encourager en fait à prioriser ses fournisseurs, donc notamment avec les critères NZIA, voilà, ça va complètement dans le bon sens. Aujourd'hui, d'un point de vue prix et d'un point de vue production des équipements, on n'est pas encore au rendez-vous. Donc c'est aussi pour ça que nous, aujourd'hui, on continue à privilégier des fournisseurs chinois sur nos plus gros projets. Parce que c'est des équipements qui produisent le plus. Donc c'est là aussi où du coup nous on va avoir le plus d'impact positif sur l'environnement, parce que plus on produit d'électricité renouvelable, plus on évite du CO2. Donc si on veut vraiment remplir notre mission, on se doit aussi d'avoir la plus grande production d'électricité renouvelable possible sur nos centrales, et également en termes de rentabilité et de continuer à proposer de l'électricité compétitive. Donc voilà. Mais on fait partie en effet de tous les échanges qui ont lieu sur ce sujet, que ce soit dans les différentes associations sectorielles, et on suit le sujet évidemment de près. Donc tu dirais que toutes les réglementations européennes qui avaient été mises en place jusqu'à maintenant allaient plutôt dans le bon sens ? Oui, après, c'est sûr que là, il y a eu un bon recul. Hein. Ouais. Mais et après, là, il y a encore pas mal de discussions quand même sur les critères NZIA sur la France. Donc, tout n'est pas complètement abandonné. On constate quand même qu'il y a toujours une volonté de renforcer la compétitivité des fournisseurs européens sur le renouvelable, clairement. Si on se concentre maintenant sur le projet, ce qu'on appelle le projet, donc la ferme solaire, les champs d'éoliennes. Lors du développement des projets, il y a toute une phase d'identification des impacts négatifs, environnementaux, sociaux, et puis après des plans d'atténuation qui sont notamment exigés par les banques. Mais pas que, par vous aussi, les développeurs. Comment est-ce que concrètement vous gérez les impacts ? Comment est-ce que vous les identifiez ? Vous travaillez, j'imagine, avec des cabinets externes. Tout à fait. Et pour terminer ma question, j'imagine que c'est différent aussi en fonction des pays. Il y a des pratiques différentes. Tout à fait. Donc, ce qu'il faut quand même avoir en tête, c'est que le secteur du renouvelable est l'un des secteurs les plus réglementés d'un point de vue gestion biodive et sociale. Hein. Donc, même d'un point de vue juste biodive, en fait, on ne peut pas construire si on n'a pas de permis. Donc, pour pouvoir obtenir nos permis, et là-dessus, la réglementation est différente dans chaque pays. Il faut en fait qu'on remplisse énormément de critères. Et c'est pour ça que la phase de développement est la plus critique. Et que finalement, le plus gros du travail dans le secteur du renouvelable, c'est développer les projets. Après, la construction, c'est du BTP. Voilà, c'est vraiment le développement, c'est identifier les bons terrains, et c'est réaliser du coup toutes ces études qui peuvent prendre entre 5 à 10 ans. Donc, on a énormément d'études d'impact environnemental et social qu'on doit réaliser pour identifier quels sont les risques et les impacts négatifs potentiels du projet sur toute la faune, la flore locale. Voilà. Et ensuite,
également du coup les populations locales, donc comprendre quel est le contexte local, qui habite là, quels sont les propriétaires, faire des concertations publiques. Voilà. Donc toute cette gestion, ce qu'on appelle nous la gestion INS, donc environnementale et sociale, est très très longue et très très stricte. Donc globalement, dans les pays européens, c'est une réglementation qui est très stricte de base pour obtenir nos permis. Donc évidemment, se mettre en conformité réglementaire locale. De toute façon, sinon, on n'obtient pas nos permis. Et dans les pays, on va dire, hors OCDE, là, nous, on va s'aligner sur les standards les plus stricts, qui sont les standards de la Banque mondiale, donc de la SFI, l'IFC, donc qui sont vraiment les standards d'un point de vue gestion, qui sont les plus stricts. Donc des études beaucoup plus longues, avec la notion d'habitat critique. Donc on va beaucoup regarder, par exemple, sur les éoliennes, tout ce qui est évidemment chauves-souris, oiseaux, voilà. Et puis sur les centrales solaires, ça va être beaucoup plus sur l'empreinte foncière de la centrale et de s'assurer qu'on va minimiser au maximum la perturbation en fait, de la biodiversité à l'échelle locale. Nous, ce qu'on met en place, c'est des mesures, ce qu'on appelle ERC, donc c'est éviter, réduire, compenser. Donc on évite au maximum, ce qu'on ne peut pas éviter, on le réduit au maximum. Ce qu'on ne peut pas réduire, on le compense. Et ça, c'est vraiment la manière de travailler qui est, je pense, commune à tout le secteur, qui est vraiment comme ça aussi que c'est ça qu'on doit démontrer aussi pour pouvoir obtenir nos permis. C'est comme ça qu'on va vraiment s'assurer que nos centrales vont avoir un impact négatif le plus faible possible et cet impact résiduel, on va le compenser. Maintenant, j'aimerais qu'on parle du dialogue avec les parties prenantes. J'avais une petite question. Est-ce que tu trouves ça moche, une éolienne ? Alors moi, à titre personnel, je trouve ça beau. Après, je peux comprendre. C'est une remarque qu'on entend souvent. Vrai. Mais après, il y a aussi des personnes qui trouvent que voilà, les panneaux solaires, c'est pas joli. Voilà, c'est sûr. Moi, je trouve pas qu'une centrale nucléaire, c'est plus joli qu'une centrale éolienne. Mais après, je peux comprendre en effet qu'il y a certains territoires où il y a vraiment beaucoup d'éoliennes, où ça peut aussi poser des questions et qu'il y a un devoir aussi de permettre aussi peut-être un rééquilibrage au niveau des territoires pour pas que ce soit toujours les mêmes territoires qui contribuent à l'effort collectif, on va dire. Mais, ouais. Et du coup, lors des phases de développement, vous avez parfois affaire à des oppositions. Elles viennent d'où et comment vous les gérez ? Alors là, ça va un petit peu dépendre des pays. Ce qu'on constate, nous, en général, c'est qu'il y a en gros un sujet européen. Il y a un sujet aussi très français en ce moment, où on n'a vraiment pas une très, très bonne acceptabilité du renouvelable sur le territoire français. Je pense que ça vient principalement du fait que il y a un peu un amalgame, c'est-à-dire qu'on met beaucoup en avant le fait que notre électricité est très décarbonée grâce au nucléaire. C'est vrai, notre électricité elle est très décarbonée. Par contre, notre énergie, elle est toujours très carbonée. Et il y a une réelle nécessité d'électrifier les usages parce qu'on a encore beaucoup d'énergie fossile pour plein de choses, le chauffage, le transport. Donc, on a besoin d'énergie renouvelable. Mais il y a vraiment beaucoup de mauvaises informations qui circulent, comme quoi, en fait, le nucléaire résoudrait tout. En plus, on sait très bien qu'on a quand même des centrales aussi qui sont un peu vieillissantes, qui nécessitent quand même beaucoup d'investissements. Donc, il nous faut les deux. Il faut du renouvelable, il faut du nucléaire, mais en tout cas, il faut qu'on continue à faire ce travail-là. Donc, nous, évidemment, on participe à renforcer la compréhension, on va dire, de la société civile sur pourquoi on fait ça. Voilà, il y a beaucoup d'amalgame aussi sur certains aspects, sur la fin de vie des centrales, sur le fait que quand une éolienne ne tourne pas, on se dit que ça sert à rien, alors qu'il y a peut-être des raisons pour lesquelles elle ne tourne pas. Mais en tout cas, nous, on a constaté sur le territoire européen qu'on avait de plus en plus besoin de faire vraiment beaucoup plus de concertation publique, d'être beaucoup plus dans l'échange dès le début, même de la prospection, pour vraiment discuter avec les associations locales, pour désamorcer les potentiels conflits, pour répondre aux questions. Voilà, ça, c'est vraiment très important. Après, dans les autres territoires, on va dire plutôt dans les pays émergents, là où nous, on est quand même principalement présents aujourd'hui, donc tout ce qui est aujourd'hui Tunisie, Égypte, Ouzbékistan, Afrique du Sud, Brésil, on est plutôt en général bien accueillis parce que on crée des emplois. Donc on va rester souvent longtemps sur un territoire, on va créer des emplois, on va développer des nouvelles compétences, on va les former. Il y a beaucoup de retombées économiques pour les territoires. Donc là, l'objectif de la concertation, c'est de manager un peu les attentes, pas non plus qui leur promettent monts et merveilles, ou voilà, d'éviter aussi de potentielles déceptions et de vraiment s'assurer que le projet va être développé avec la meilleure retombée économique pour le développement local. Et voilà, donc on voit, en tout cas, la concertation, de la même chose que sur la partie biodive, fait partie intégrante du développement du projet. Dès la prospection, c'est quelque chose qu'on fait en continu et qui est vraiment absolument clé pour s'assurer de notre bonne intégration sur les territoires, parce qu'après, on reste 25-30 ans. Donc, c'est super important que ça se passe le mieux possible.
Et est-ce que tu dirais qu'en tant que fournisseur d'une énergie, d'une électricité décarbonée, vous êtes un peu attendu au tournant, vous avez un devoir d'exemplarité Moi, je plus fort? trouve, Ouais. je trouve qu'on attend du renouvelable plus que n'importe quel secteur. C'est peut-être en effet positif dans le sens où je pense que c'est aussi un secteur jeune comparé aux autres secteurs industriels, de l'énergie, du bâtiment, du BTP. Il y a aussi une volonté, j'imagine, de ne pas reproduire pour ce nouveau secteur les erreurs qu'on a pu faire sur le textile aussi, par exemple, sur les questions de travail forcé sur les chaînes d'appro. Donc voilà, mais clairement, moi je trouve qu'il y a des attentes qui sont très très élevées sur le renouvelable, clairement. Qui a le plus d'attentes parmi toutes vos parties prenantes? La société civile a, je pense, beaucoup d'attentes sur ce secteur, mais aujourd'hui, je pense que nos principaux partenaires, c'est quand même nos financeurs. Nous, on est quand même plutôt sur du financement de banques de développement, donc EBRD, Proparco, donc c'est l'AFD en fait, ou l'AFC également, la Banque mondiale. Ça, ce sont des partenaires financiers qui sont extrêmement rigoureux et très attentifs sur la question de la gestion du risque social et environnemental et aussi sur les questions qu'on a évoquées sur la chaîne d'approvisionnement. Donc là, aujourd'hui, ce sont vraiment eux qui nous challengent le plus et nous poussent vraiment le plus à améliorer nos pratiques, à aussi renforcer nos indicateurs de suivi, toutes les mesures qu'on va mettre en place. Après, les banques privées aujourd'hui quand même rattrapent de plus en plus, je trouve, les banques de développement. Donc il y a aussi ce qu'on appelle les principes de l'Équateur, qui sont l'équivalent des standards de l'IFC, mais plutôt sur les banques privées. Donc on constate quand même qu'il y a un consensus général du monde financier, on va dire, sur leurs attentes vis-à-vis du renouvelable. Eux, évidemment, ils ont besoin du renouvelable aussi pour leur portefeuille. Donc je pense, un partenariat qui est plutôt gagnant-gagnant pour tout le monde. Et moi, je travaille en tout cas vraiment de manière très étroite avec nos investisseurs et nos financeurs sur ces projets-là. Ensuite, une fois que le projet est en opération, donc tu disais que vous restez 10-15 ans sur un territoire, comment vous gérez la maintenance du projet et puis après surtout la fin de vie? Alors après, une fois qu'elle est construite, la centrale, globalement, en termes d'impact, on va dire, social, environnemental, ça, c'est tranquille. Il y a une vitesse de croisière qui s'installe, il y a peu de personnes sur place. Voilà, une centrale éolienne ou une centrale solaire va vivre en fait tranquillement, l'herbe repousse, la biodive revient, voilà, c'est assez... on n'est pas sur quelque chose où il y a beaucoup de mouvements. Par contre, il y a évidemment de la maintenance préventive à faire et de la maintenance aussi corrective quand il y a des pannes. Et l'objectif, c'est vraiment de s'assurer que la centrale va continuer à produire au maximum de sa capacité le plus longtemps possible. Et c'est pas qu'une logique économique de, évidemment, gagner de l'argent. C'est aussi, en fait, si on veut remplir notre mission, il faut qu'on produise un maximum d'énergie renouvelable et pour éviter un maximum de CO2. Donc, il y a toute la maintenance a vraiment vocation à garantir une production renouvelable continue et s'assurer de la meilleure performance possible. Et surtout que le grand sujet du renouvelable, c'est quand même l'intermittence. On ne produit pas tout le temps. Il faut qu'on ait du soleil, il faut qu'on ait du vent. Donc il faut quand même que quand on est censé produire, on produit vraiment de manière parfaite. Donc il faut que les panneaux soient bien nettoyés, il ne faut pas qu'il y ait de feuilles. Voilà. Donc c'est de la maintenance qui est quand même plutôt, qui n'est pas non plus ultra complexe. Parfois on peut même aussi l'externaliser auprès d'autres boîtes. Voilà. Mais c'est pas le plus gros, on va dire, c'est pas le moment où on a le plus d'enjeux d'un point de vue social et environnemental. Après la question de la fin de vie, nous on n'a pas de centrales aujourd'hui qui sont encore arrivées en fin de vie parce qu'on est encore trop jeunes. Et ça c'est quelque chose que je pense qui va être le gros sujet du renouvelable. Je pense à partir de 2030, parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de réelle économie circulaire sur le renouvelable. On a la capacité de recycler les panneaux à plus de 95%. Par contre, on ne sait pas encore récupérer les métaux précieux, les métaux rares, pour pouvoir les remettre en fait dans la boucle. Et ça va vraiment être un enjeu de taille. Après, aujourd'hui, de toute façon, la capacité installée aujourd'hui ne permettrait pas de couvrir les besoins futurs. Donc, on a quand même toujours un enjeu de pouvoir, pour pouvoir réussir la transition énergétique mondiale. Il y a un réel enjeu à long terme de continuer à trouver ces matériaux et ces ressources pour pouvoir continuer à fabriquer ces panneaux. Alors, l'innovation allant quand même assez vite. On espère qu'on va aller sur des équipements qui vont nécessiter de moins en moins de matériaux rares et potentiellement arriver de plus en plus facilement à recycler ces panneaux et à les remettre dans la boucle. Mais ça, c'est clairement l'enjeu, je pense, pour le secteur à l'avenir.
Et donc, on l'a déjà un peu évoqué en parlant de la chaîne de valeur. Vous produisez une électricité qui est décarbonée, mais votre cycle de vie n'est pas neutre en carbone. Donc, si on récapitule, comment vous adressez cet enjeu de la décarbonation sur la chaîne de valeur ? Oui, et ça, je pense que c'est important de le dire, que on dit que c'est une énergie verte. Par contre, c'est pas une énergie zéro carbone. Parfois, on a pu voir aussi des entreprises du secteur un petit peu mettre en avant le fait que c'était zéro. Mais non, en fait, nous émettons du CO2 quand nous construisons des centrales. Et ça, c'est vraiment important aussi de l'adresser. Donc, plus en fait, on va utiliser des panneaux et des éoliennes décarbonées, plus on va réduire de manière plus significative notre bilan carbone. Donc, globalement, si on regarde sur l'échelle du secteur, on sait que 90% des émissions, plus de 90% des émissions, c'est le scope 3. Donc, on a un scope 1 et 2, donc des émissions directes de consommation d'électricité qui sont très faibles. En fait, on consomme très, très peu et de diesel et d'électricité. Par contre, l'achat des équipements et l'installation des équipements, ça, c'est vraiment titanesque. Donc, nous, on travaille énormément avec nos fournisseurs pour, du coup, acheter des panneaux qui sont moins carbonés possibles. On a aussi une centrale aujourd'hui qui est encore un tout petit peu avec du diesel, qui est une centrale qui a une histoire vraiment particulière parce que c'est une ville qui se situe au Brésil, mais proche de la frontière guyanaise, qui est une ville de pratiquement 20 000 habitants, qui est complètement déconnectée du réseau. Donc, au début, c'était une centrale uniquement diesel. Nous, on est venu construire en fait des centrales renouvelables à proximité de cette centrale diesel. Donc, on a commencé par du solaire et là, on va bientôt mettre en opération une centrale hydro, donc qui va nous permettre vraiment de réduire de 75% à peu près les émissions du coup de cette centrale. Donc ça va vraiment nous permettre aussi de réduire notre scope 1 de manière très significative. Mais le plus gros challenge, c'est vraiment les achats responsables et c'est de travailler main dans la main avec nos fournisseurs pour déjà obtenir les bilans carbone, les ACV de nos équipements et puis travailler avec eux pour obtenir des équipements qui soient le moins carbonés possible progressivement. Donc nous, on s'est fixé un objectif de moins 35% d'intensité carbone sur nos centrales solaires construites en 2030 par rapport à 2022. Et ça, c'est quelque chose du coup qu'on pilote de manière assez significative au quotidien avec les acheteurs et avec nos fournisseurs. Voilà, donc ça, c'était sur la partie décarbonation. Après, sur la partie climatique, donc nous, sur notre stratégie climat, évidemment, il y a ce volet décarbonation, mais c'est surtout et avant tout le fait de mesurer notre contribution à la mitigation du changement climatique. Et pour ça, nous, on utilise surtout un indicateur qui est sur les émissions évitées. Donc, on va venir traduire notre production en émissions évitées. Et puis, on calcule évidemment aussi notre alignement à la taxonomie européenne, parce qu'on est là à plus de 95% d'alignement. Donc, on essaie aussi quand même de rappeler pourquoi on se lève tous les matins, en fait. Voilà, que chaque mégawatt qu'on va installer, chaque mégawattheure produit, chaque service qu'on va vendre à nos clients, in fine, c'est quand même avant tout pour mitiger le changement climatique et éviter du CO2. Ok, merci. Et un troisième pilier de votre stratégie climatique dont tu parlais, c'est l'adaptation au changement climatique. Un projet, tu disais qu'il est en place pour 15-20 ans. Ouais. Est-ce qu'il est capable de s'adapter aux nouvelles conditions climatiques ? Oui, et ça, c'est un peu le nouveau sujet en ce moment, enfin peut-être depuis 2 ans, et qui nous est aussi venu principalement de nos partenaires financiers, sur la nécessité de réaliser quand même des analyses de risque climat, même le plus tôt possible dans la phase de développement du projet. Donc, nous, on a développé un outil en interne. Alors, on utilise principalement des données en open source qui sont ouvertes à tous, qu'on va recroiser avec les données des centrales. Mais on s'était quand même rendu compte que, notamment, cette question de l'aléa climatique, ça avait un impact déjà sur la production. Donc, on avait potentiellement moins de que ce qu'on avait prévu, ou alors dans les endroits où c'est trop chaud, du coup la production des panneaux elle est plus faible parce que c'était pas des panneaux qui étaient fabriqués pour résister à ce type de chaleur. On a eu aussi quelques cas de centrales qui vont se retrouver sous l'eau pour des inondations, des feux aussi, parce qu'on a des centrales au Portugal, en Grèce. Donc là, on a quand même pris conscience que la question du changement climatique, c'était pas quelque chose de prospectif à 2040. En fait, on y est déjà.
On vit déjà en fait ce changement climatique sur nos centrales. Donc on va faire une analyse complète en fait de tous les potentiels risques d'aléas climatiques qui peuvent arriver et on met en place des mesures de mitigation. Donc par exemple, si on se trouve dans un endroit avec un risque d'inondation, on va venir protéger la centrale avec une digue, on va surélever les panneaux, on va également par exemple installer des panneaux du coup qui vont résister à des plus fortes chaleurs. Par exemple, si on est sur un projet en Égypte ou en Tunisie, on va mettre du nettoyage à sec des panneaux. Donc on a plein de mesures de mitigation qu'on va piloter et mesurer. Et puis du coup, on va pouvoir partager avec nos partenaires financiers et nos assureurs des rapports dédiés qui leur permettent quand même de s'assurer qu'on a bien... même si, alors on n'est pas Madame Irma, on ne peut pas savoir ce qui va se passer et on ne peut pas prévenir tous les types de risques, mais au moins on est capable de leur garantir qu'on a analysé ces risques, qu'on les a bien identifiés et qu'on les a à l'œil et qu'on va mettre en place les mesures correctives pour pouvoir s'assurer que la centrale va durer le plus longtemps possible, parce que c'est aussi comme ça qu'on remplit notre mission. C'est s'assurer que la centrale ne va pas se retrouver à l'arrêt, parce que ça, c'est autant de prod qui ne permettra pas d'éviter du CO2, quoi. Merci Marine d'avoir répondu à mes questions aujourd'hui. Merci à toi pour l'invitation. Et on sent vraiment que tous ces sujets environnementaux, sociaux, dans cette industrie des énergies renouvelables, c'est vraiment intégré dans votre modèle d'affaires. Et c'est assez intéressant et ça vous démarque, je trouve, de toutes les autres industries. Merci. Merci à tous et toutes de nous avoir suivis. Et puis à bientôt pour un prochain épisode d'Horizon Durable.